Salut, comment vas-tu? Moi? En fait, il a interviewé un gars et il fait alors comment s'est passée cette manifestation? Je lui dis il n'y a pas une manifestation, tu vois, genre j'ai tardé quoi là, c'est quoi tes journées? Tu peux le garder? Attends, je vais mettre ça déjà. J'en mets bien d'autres. Il y a Mireille qui est là-bas. Ouais, elle est là-bas. Ça va pas trop. Ouais, sympa. Attends, je vais aller chercher autre chose. Avec le vent. Ouais, puis le mur est humide, surtout. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, ça va pas tenir les pieds. Le mur il est humide. Déjà, on va bonjour à tous. Merci d'être venus. Aussi bien les soignants, les usagers. Merci de venir à notre débrayage parce qu'au jour d'aujourd'hui, à l'hôpital de Rambouillet, on est quand même en grande souffrance au niveau des effectifs, au niveau du matériel. Donc j'aimerais quand même de façon symbolique que les soignants s'allongent sur ce drap, comme ce drap, et comme le personnel, il est usé. En piste. On arrive à se lever après. Allez, Christophe.
insuffisant et des lits. Ce plan d'urgence annoncé le 20 novembre par le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre de la Santé Agnès Buzyn serait dit donc quelques mesurettes pour les uns et rien pour les autres. Les moyens alloués pour ce plan d'urgence sont largement insuffisants et ne régleront pas les maux de l'hôpital. L'augmentation de l'ONDAM en janvier à 2,4% sur les 3 ans à venir est une miette et le déficit de l'hôpital continuera à se creuser. La Cour des comptes précise que pour faire face aux dépenses et à l'augmentation structurelle de l'hôpital, des hôpitaux, c'est un ONDAM à 4,4% qu'il est nécessaire, soit 4 milliards d'euros par an et non 250 millions d'euros par an. Madame Buzyn, elle se trompe, on est loin du compte. Notre hôpital est en crise, on est en train de l'asphyxier. Les conditions de travail délétères des personnels hospitaliers, par le manque de moyens humains dans les différents services, et pour exemple, une infirmière et une aide-soignante pour 27 patients qui sont lourds, âgés, qui réclament de la patience, travailler 180 heures par mois, impensable. Eh bien oui, c'est possible à Rambouillet. Impossible de poser ses congés annuels comme on le souhaite. Les infirmières et tous les grades confondus en CDD ou titulaires quittent l'hôpital. La liste est longue sur les problèmes de cet hôpital. Actuellement, un certain nombre de nos services fonctionnent en mode dégradé, car nous sommes en sous-effectif. Et il est évident qu'il devient difficile d'assurer les missions de l'hôpital. L'augmentation du nombre de passages aux urgences, adultes, pédiatriques, gynéco-obstétriques, de plus de 35 315 passages au total au mois d'octobre, avec des effectifs en peau de chagrin. Les manip radio, qui ont fait grève aussi pour leurs conditions de travail et une reconnaissance de leur métier, car ils ont fait une formation de 3 ans, au même titre que les infirmières, et une revalorisation de leur salaire. Un débutant touche 1 400 € net par mois. Inadmissible. Enfin, je voudrais rajouter que cette crise sans précédent a des conséquences directes et graves sur la qualité et la sécurité des soins apportés à nos patients et sur les conditions de travail des professionnels de santé. Merci d'avoir écouté ce petit discours. Cette description de la situation très difficile de notre hôpital, j'interviens au nom du collectif de défense et développement de l'hôpital. Naturellement, notre collectif s'est associé à cette mobilisation, à ce débrayage du personnel de l'hôpital de Rambouillet. Je voulais aussi rendre hommage à la mobilisation des urgentistes que nous avons régulièrement rencontrés et soutenus, urgentistes qui, depuis le mois de juin, sont en grève, tout en travaillant, parce que ça se passe comme ça à l'hôpital, pour exiger des améliorations indispensables au bon fonctionnement de leurs services essentiels pour la santé des habitants. Vous le savez, cette initiative se déroule dans le cadre de la journée de mobilisation nationale pour exiger des moyens humains et financiers supplémentaires pour l'hôpital public. Alors que dans les hôpitaux publics, et il ne faut pas oublier les EHPAD qui sont rattachés, la situation est très grave. 70 directeurs médicaux des départements médico-universitaires ont signé une tribune collective dans Le Monde du 13 novembre pour alerter sur le dépérissement de l'hôpital public. Ils déclarent, je les cite, « L'hôpital public s'écroule et nous ne sommes plus en mesure d'assurer nos missions ». Chacun mesure la gravité de ces propos. Alors que la qualité et la sécurité des soins sont mises en péril et que nous allons vers une crise sanitaire sans précédent, et suite aux puissantes mobilisations des personnels hospitaliers, de certains élus
et des citoyens patients, le gouvernement a présenté un énième plan qui est très loin de répondre aux attentes des hospitaliers et des patients. Ce sont des annonces en véritable trompe-l'œil. La reprise d'un tiers de la dette sur 3 ans représente une goutte d'eau pour les budgets des hôpitaux publics qui ont des besoins considérables en investissement, et c'est particulièrement vrai à Rambouillet. Les primes annoncées pour le personnel sont très modestes, inégales, injustes et n'améliorent ni la situation personnelle des soignants, ni l'attractivité de l'hôpital. La très faible augmentation des moyens financiers alloués aux hôpitaux les obligera en réalité à réaliser encore un demi-milliard d'euros d'économies en raison de l'accroissement constant de leurs dépenses, et ce, alors que les hôpitaux sont déjà littéralement asphyxiés financièrement. Nous soutenons donc la demande des hospitaliers de 4 milliards d'euros supplémentaires pour les hôpitaux dès le budget 2020, le recrutement immédiat des professionnels, une revalorisation générale des salaires, l'arrêt de toutes les fermetures d'établissements et de services et la réouverture des lits indispensables. Il faut savoir que l'argent existe pour financer ces mesures. Je n'en prendrai que 3 exemples. Supprimer la taxe sur les salaires que payent les hôpitaux rapporterait 4 milliards d'euros en une année. L'arrêt des exonérations des cotisations sociales patronales, qui coûte au moins, dans le cas du CICE, 22 milliards d'euros par an, serait autant de moyens que l'on pourrait allouer à l'intérêt collectif. J'ajoute qu'il faut que l'État continue de rembourser à la sécurité sociale les dégrèvements qu'il vote, puisque vous le savez, cette année, il a été décidé, la première fois depuis l'existence de la sécurité sociale, que l'État ne serait plus obligé de rembourser les dégrèvements qu'il décidait, ce qui serait une catastrophe. Comme nous l'avons fait lors des mobilisations des urgentistes de l'hôpital, nous soutiendrons et participerons aux mobilisations à venir afin d'assurer la qualité et la sécurité des soins des patients dans nos hôpitaux publics et bien sûr le nôtre à Rambouillet. Nous avons adressé un courrier à Madame Berger, la députée de la circonscription, et à Monsieur Larcher, le président du Sénat, les appelant à ne pas voter la loi de financement de la sécurité sociale qui réduit les moyens à l'hôpital. Monsieur Larcher nous a répondu que le Sénat différait le vote de la loi en attente des annonces gouvernementales qui sont maintenant connues. Et Madame Berger ne nous a pas répondu, ça ne nous étonne pas trop, mais elle a voté pour ces décisions catastrophiques pour l'État, pour l'hôpital. Nous rencontrons bientôt Madame la directrice de l'hôpital et Madame la présidente de la commission médicale d'établissement le 16 décembre pour examiner avec elle le projet médical d'établissement. Nous demanderons à ce que notre hôpital reste un hôpital de plein exercice avec tous les services en découlant, c'est-à-dire de la médecine, de la chirurgie, de l'obstétrique, la maternité, l'AREA et tous les autres services qui sont absolument indispensables. Nous lui dirons que les besoins de santé des habitants de notre région nécessitent des moyens humains et financiers supplémentaires importants et il faut être lucide. À défaut de ces moyens financiers, nous irions vers un établissement rabougri qui fera la part belle aux établissements privés, ce qui rendrait encore plus difficile l'accès aux soins pour un grand nombre d'entre nous. Cette journée de mobilisation nationale sera suivie le 5 décembre d'une autre grande journée, plus axée sur les retraites, mais qui se connecte aussi avec la problématique des hôpitaux, et le 17 décembre avec une autre journée nationale. Bien sûr, nous participerons à ces initiatives et nous vous appelons tous à leur assurer le plus grand succès possible. Voilà, merci pour votre participation et la mobilisation continue. Bien sûr. Bonjour, messieurs, mesdames. Merci d'être venus. Vous avez bien compris la problématique des hôpitaux. Initialement, on pensait que c'était un problème des urgences. Non, ce n'est pas un problème des urgences. C'est un problème du système hospitalier tout entier qui est en dépérissement. Année sur année, nous voyons une dégradation des conditions de travail au niveau du personnel, une dégradation des conditions d'accueil des patients, voilà, ceux pour lesquels nous sommes là justement, et en termes immobiliers, nous voyons une dégradation de plus en plus des hôpitaux. Bon. Et il faut savoir que tout de même, le financement de l'hôpital, c'est l'argent public.
c'est-à-dire finalement les impôts de tout le monde. Les gouvernements successifs ont décidé de façon très planifiée de réduire les budgets des hôpitaux. Et nous nous posons aujourd'hui la question si finalement ce n'est pas pour en arriver à une privatisation. Parce que le système se dégrade, il ne fait que se dégrader et on nous présente en même temps le privé comme étant une sortie possible. Et il est évident que lorsque les conditions se dégradent dans les hôpitaux, les patients, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont dans le privé. Alors, dans le privé, c'est une illusion en réalité. C'est pour remplir les poches des actionnaires. Ils ne font pas de meilleure médecine. La meilleure médecine, ça s'apprend dans les hôpitaux publics, ça s'apprend dans nos CHU, en réalité. C'est ça la réalité. Et en termes de particularité dans les hôpitaux privés, ce n'est en fait qu'une question d'hôtellerie, purement et simplement. Et d'ailleurs, notre expérience dans les hôpitaux nous montre ceci, que quand ça se dégrade dans le privé, qu'est-ce qu'on fait? On fuit pour aller dans l'hôpital public. Ça a toujours été ainsi. Quand les patients sont graves, qui coûtent cher à la Sécu et à la clinique, qu'est-ce qu'ils font? Ils le transfèrent dans les CHU et dans les hôpitaux publics. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, cette dégradation planifiée qui est en train de se mettre en place, il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas du tout l'accepter. En tout cas, nous, à Rambouillet ici, comme dans tous les autres hôpitaux, et il y en a aujourd'hui à peu près 268 qui sont mobilisés, eh bien, nous disons non et nous luttons. Voilà. Et les revendications sont claires, je ne vais pas les rappeler, mais ça se résume à ceci: donner des moyens à l'hôpital public pour qu'il puisse exister, pour qu'il puisse continuer à prendre les patients en charge, voilà, et des droits en fait des patients qu'il faut assumer purement et simplement. Mais je vous remercie. Bravo. Si aujourd'hui cet hôpital ferme pour X raisons, ça veut dire qu'on va où? On va soigner nous dans le privé. Et dans le privé, il faut avoir les moyens de se faire soigner dans le privé. Donc cet hôpital, il doit rester tel qu'il est là aujourd'hui, donner des moyens humains, en personnel, en matériel, pour que justement on continue à travailler dans de bonnes conditions. C'est notre mission première. Parce que pour nous, soignants, c'est de prendre en charge correctement les usagers, les patients. Parce qu'on n'est pas venu à l'hôpital par hasard. On a des valeurs humaines qu'on porte en nous. Et quand on voit dans quelles conditions on travaille, on nous oblige à faire du travail à la va-vite. Ça génère quoi? De la frustration, du travail empêché, parce que du coup, on travaille mal, parce qu'on se dépêche, on va vite, on bouscule. Alors que c'est des personnes âgées qui ont besoin qu'on prenne du temps avec elles. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas faute des professionnels de bien faire, mais là, à l'heure actuelle, ça devient de plus en plus difficile de travailler dans des conditions acceptables à l'hôpital de Rambouillet. Donc aujourd'hui, s'il y a ce débrayage, c'est aussi pour donner un signal fort au niveau de la population sur l'hôpital de Rambouillet. Il faut absolument qu'on donne les moyens à cet hôpital de travailler dans de bonnes conditions. Voilà, je vous remercie. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, le personnel de l'hôpital de Rambouillet, comme de nombreux hôpitaux en France, en colère, en débrayage, en grève. Alors, la question que je pose à tous les personnels que je croise en France, que se passe-t-il ici à Rambouillet? Déjà pour commencer, bonjour monsieur. Alors ce qui se passe à l'hôpital de Rambouillet, j'ai envie de dire que là, à l'heure actuelle, on est dans des conditions de travail inacceptables, puisqu'on réduit les effectifs dans les services, à savoir que dans certains services, vous avez pour 27 patients une infirmière et une aide-soignante. Comment voulez-vous prendre en charge correctement un service de 27 patients avec des patients qui sont relativement âgés, dans de bonnes conditions? Alors, autre chose aussi qui est quand même de plus en plus critique, la fuite des professionnels de santé. Puisque les conditions ne sont pas optimales, les infirmières, les aides-soignantes, tous les grades quittent l'hôpital, aussi bien les CDD que les titulaires, même les titulaires s'en vont. On a une fuite énorme de professionnels
qui sont partis de l'hôpital pour faire complètement autre chose pour certains, et d'autres pour se mettre en libéral ou dans le privé. Alors le mot, donc vous venez de le prononcer, le privé, c'est l'avenir, c'est la mort de l'hôpital public en France, cette grande histoire de l'hôpital public qui nous suit depuis des dizaines d'années, depuis l'après-guerre. Et voilà, c'est ce que veut je lâche le mot, le système économique mondial aujourd'hui. On veut gagner de l'argent sur les malades. Oui. C'est ça qui se profile aujourd'hui. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ce qui est intéressant maintenant pour nos politiques, c'est de se faire de l'argent sur la santé des patients. Alors du coup, qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, le privé. Alors le privé, ça touche où? Dans le portefeuille. Et dans le portefeuille, tout le monde n'a pas les moyens de payer. Et donc, on va faire quoi? On va précariser encore davantage l'accès aux soins, tout simplement. Donc un système à l'américaine, un où système les gens vont prendre des assurances qui vont leur coûter extrêmement cher. Oui, des assurances et puis des mutuelles encore plus chères, puisque de toute manière, les personnes ne pourront pas payer les montants qui sont exigés dans le privé. Comme le disait très bien M. Bougnouniou, dans le privé, qu'est-ce qui prime? C'est l'hôtellerie. C'est pas les soins, c'est pas la qualité des soins. La qualité des soins, vous la trouverez ici à l'hôpital public. Faut pas l'oublier. Et on est en train, franchement, je le dis, et c'est de tout cœur, on est en train de détruire l'hôpital public. Alors que dans l'hôpital public, vous avez des professionnels de qualité, consciencieux, et qui aiment ce qu'ils font, alors que les conditions ne sont pas idéales à l'heure actuelle. Et malgré tout, vous avez encore des gens, des personnes ici, qui continuent de travailler dans des conditions très difficiles. Beaucoup de vos collègues, au coin de la France, emploient tous le même mot, qui est le mot de maltraitance, concernant la manière dont les patients sont traités au sein de l'hôpital public aujourd'hui, avec le manque de personnel, le manque de moyens. Est-ce que vous partagez ce mot très fort de maltraitance, quand on laisse des gens des heures dans les couloirs? Je ne sais pas si c'est le cas ici à Rambouillet, mais c'est un phénomène qui est extrêmement généralisé. Est-ce que vous partagez ces mots extrêmement forts prononcés par vos collègues? Eh bien, vous savez, quand vous êtes aux urgences et que vous patientez sur un brancard pendant plusieurs heures parce que vous n'avez pas de lit d'aval dans les services, parce qu'on a réduit des lits, on a fermé des services. Alors ces patients qui sont relativement âgés se retrouvent plus de 10 heures aux urgences sur des brancards. Vous pensez que c'est acceptable? Non, non. J'ai envie de dire que là, oui, on pourrait dire que c'est une forme de maltraitance malgré tout. Et des gens meurent aujourd'hui à l'hôpital public dû à ces restrictions de personnel, de moyens? Dans certains hôpitaux, oui, effectivement. Oui, tout à fait. Dans certains hôpitaux, c'est le cas, puisque de toute manière, on est parti dans plein de choses et du coup, on peut oublier quelqu'un dans un box. Ça peut arriver. Il y a des personnes qui se sont retrouvées sur une chaise roulante en attente dans les urgences. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est les informations. La personne est décédée, personne ne s'en est rendu compte. Donc oui, c'est désolant. La situation est désolante là. Comment on peut infléchir tout ça? Comment est-ce qu'on peut faire plier un système global qui veut en fait gagner énormément d'argent sur la santé? Est-ce que la mobilisation des hospitaliers suffit? Est-ce qu'il faut être suivi par l'ensemble de la population? Est-ce qu'un mouvement qui s'apprête à être énorme à partir du 5 décembre peut faire plier les choses? Comment ça peut changer? Écoutez, j'ai envie de dire que le changement, il faut qu'il se mette en place avec les usagers. Les hospitaliers ont fait des grèves, on continue le mouvement, mais sans la population, on n'aboutit pas forcément à quelque chose de plus important. Mais avec la population, les professionnels de santé, oui, moi j'y crois. Vous y croyez, on pourra sauver l'hôpital public en France? J'y pense, oui, j'en suis convaincue. Madame Cavanier, bonjour. Aujourd'hui, le personnel de l'hôpital de Rambouillet, comme de nombreux hôpitaux en France, en colère, en débrayage, en grève. Alors, la question que je pose à tous les personnels que je croise en France, que se passe-t-il ici à Rambouillet? Déjà pour commencer, bonjour monsieur. Alors ce qui se passe à l'hôpital de Rambouillet, j'ai envie de dire que là, à l'heure actuelle, on est dans des conditions de travail inacceptables, puisqu'on réduit les effectifs dans les services, à savoir que dans certains services, vous avez pour 27 patients une infirmière et une aide-soignante. Comment voulez-vous prendre en charge correctement un service de 27 patients avec des patients qui sont relativement âgés, dans de bonnes conditions? Alors, autre chose aussi qui est quand même de plus en plus critique, la fuite des professionnels de santé. Puisque les conditions ne sont pas optimales, et les infirmières, les aides-soignantes, tous les grades quittent l'hôpital
aussi bien les CDD que les titulaires. Même les titulaires s'en vont. On a une fuite énorme de professionnels qui sont partis de l'hôpital pour faire complètement autre chose pour certains, et d'autres pour se mettre en libéral ou dans le privé. Alors le mot, donc vous venez de le prononcer, le privé, c'est l'avenir, c'est la mort de l'hôpital public en France, cette grande histoire de l'hôpital public qui nous suit depuis des dizaines d'années, depuis l'après-guerre. Et voilà, c'est ce que veut je lâche le mot, le système économique mondial aujourd'hui. On veut gagner de l'argent sur les malades. Oui. C'est ça qui se profile aujourd'hui. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ce qui est intéressant maintenant pour nos politiques, c'est de se faire de l'argent sur la santé des patients. Alors du coup, qu'est-ce qu'on propose ? Eh bien, le privé. Alors le privé, ça touche où ? Dans le portefeuille. Et dans le portefeuille, tout le monde n'a pas les moyens de payer. Et donc, on va faire quoi ? On va précariser encore davantage l'accès aux soins, tout simplement. Donc un système à l'américaine, où les gens vont prendre des assurances qui vont leur coûter extrêmement cher. Oui, des assurances et puis des mutuelles encore plus chères, puisque de toute manière, les personnes ne pourront pas payer les montants qui sont exigés dans le privé. Comme le disait très bien M. Bougnouniou, dans le privé, qu'est-ce qui prime ? C'est l'hôtellerie. C'est pas les soins, c'est pas la qualité des soins. La qualité des soins, vous la trouverez ici à l'hôpital public. Faut pas l'oublier. Et on est en train, franchement, je le dis, et c'est de tout cœur, on est en train de détruire l'hôpital public. Alors que dans l'hôpital public, vous avez des professionnels de qualité, consciencieux, et qui aiment ce qu'ils font. Alors que les conditions ne sont pas idéales à l'heure actuelle. Et malgré tout, vous avez encore des gens, des personnes ici, qui continuent de travailler dans des conditions très difficiles. Beaucoup de vos collègues au quatre coins de la France emploient tous le même mot, qui est le mot de maltraitance, concernant la manière dont les patients sont traités au sein de l'hôpital public aujourd'hui, avec le manque de personnel, le manque de moyens. Est-ce que vous partagez ce mot très fort de maltraitance, quand on laisse des gens des heures dans le couloir? Je ne sais pas si c'est le cas ici à Rambouillet, mais c'est un phénomène qui est extrêmement généralisé. Est-ce que vous partagez ces mots extrêmement forts prononcés par vos collègues? Eh bien, vous savez, quand vous êtes aux urgences et que vous patientez sur un brancard pendant plusieurs heures parce que vous n'avez pas de lit d'aval dans les services, parce qu'on a réduit des lits, on a fermé des services. Alors ces patients qui sont relativement âgés se retrouvent plus de 10 heures aux urgences sur des brancards. Vous pensez que c'est acceptable? Non, non. J'ai envie de dire que là, oui, on pourrait dire que c'est une forme de maltraitance malgré tout. Et des gens meurent aujourd'hui à l'hôpital public dû à ces restrictions de personnel, de moyens. Dans certains hôpitaux, oui, effectivement. Oui, tout à fait. Dans certains hôpitaux, c'est le cas, puisque de toute manière, on est parti dans plein de choses et du coup, on peut oublier quelqu'un dans un box. Ça peut arriver. Il y a des personnes qui se sont retrouvées sur une chaise roulante en attente dans les urgences. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est les informations. La personne est décédée, personne ne s'en est rendu compte. Donc oui, c'est désolant. La situation est désolante là. Comment on peut infléchir tout ça ? Comment est-ce qu'on peut faire plier un système global qui veut en fait gagner énormément d'argent sur la santé? Est-ce que la mobilisation des hospitaliers suffit? Est-ce qu'il faut être suivi par l'ensemble de la population? Est-ce qu'un mouvement qui s'apprête à être énorme à partir du 5 décembre peut faire plier les choses? Comment ça peut changer? Écoutez, j'ai envie de dire que le changement, il faut qu'il se mette en place avec les usagers. Les hospitaliers ont fait des grèves, on continue le mouvement, mais sans la population, on n'aboutit pas forcément à quelque chose de plus important. Mais avec la population, les professionnels de santé, oui, moi j'y crois. Vous y croyez, on pourra sauver l'hôpital public en France? J'y pense, oui, j'en suis convaincue. Alors, vous êtes habitante de Rambouillet? Je suis habitante d'un petit village à côté de Rambouillet et rambollitaine depuis des années et patiente, occasionnellement, et le moins possible je l'espère, mais de l'hôpital de Rambouillet, que je connais depuis des années, où je suis née d'ailleurs, dans cet hôpital et dans cette maternité. Et je voulais vraiment dire un mot pour remercier et féliciter vraiment la mobilisation des soignants. C'est quand même une mobilisation particulière parce qu'on fait grève mais on travaille quand on est soignant. Ils le font pour leurs conditions de travail, mais leurs conditions de travail, elles sont évidemment liées à la qualité des soins que nous, on peut avoir. Et je sais qu'autour de moi, il y a un certain nombre de copains qui ont de moins en moins accès aux soins parce que les soins sont de plus en plus chers. Bon, ça, c'est en lien aussi avec
le financement de la sécurité sociale, etc., les choix politiques qui sont faits autour des soins. Mais je pense qu'aujourd'hui, on voit à quel point les hôpitaux sont dans une situation dramatique. Je vous entendais échanger tout à l'heure sur est-ce que des gens meurent à cause de la baisse de moyens. Je crois que oui, des gens meurent, et aussi parce qu'à force de fermer des services, il faut faire beaucoup plus de kilomètres pour avoir accès à certains services quand on a certaines maladies. Et oui, effectivement, il y a des situations complètement dramatiques et c'est pas acceptable. Dans une société comme la nôtre, à l'époque de la nôtre, avec le niveau de technique et le niveau de qualité médicale qu'on peut avoir, aujourd'hui, on voit bien que la qualité des soins en France, elle diminue énormément et qu'il y a même un certain nombre de Français qui vont se faire soigner à l'étranger parce que la qualité des soins a baissé. C'est vraiment inacceptable dans un pays comme la France. Et voilà, je voulais juste témoigner Vous avez bien de compris ça. que la mécanique qui est mise en place est très claire. Détruire l'hôpital public pour privilégier le privé qui va gagner des milliards et des dizaines Mais de milliards je d'euros crois qu'aujourd'hui, sur le dos des malades. les usagers des services publics ne sont plus dupes sur le fait qu'à l'hôpital, comme à la SNCF et comme dans d'autres services publics qui sont privatisés au fur et à mesure, on baisse les moyens, on casse la qualité des services publics pour permettre finalement que les gens se retournent contre leurs services publics en disant qu'ils sont de mauvaise qualité et ont envie d'aller vers le privé. Mais aujourd'hui, les gens ne sont plus dupes, les citoyens ne sont plus dupes de ces politiques-là. Ouais. Donc non, on ne veut pas aller vers le privé. Il y a un certain nombre de services d'intérêt général qui doivent rester publics, qui doivent rester accessibles à tous, pour être aussi égalitaires dans leur accès. On doit tous, quels que soient nos moyens, pouvoir avoir accès aux soins, à l'éducation, au transport, à la justice, à une police qui soit une police qui prenne soin des gens et de la qualité de vie des gens les uns avec les autres, et qui ne soit pas une police aussi au service du gouvernement. Et je pense aux pompiers notamment, puisqu'on est là aussi à l'hôpital. On a félicité les soignants qui sont mobilisés, mais aussi les pompiers qui sont très mobilisés. Et on a été abasourdi, révolté, complètement indigné de voir que les pompiers qui se sont mobilisés il y a quelques semaines ont été victimes d'attaques de la police. Et ça, c'est d'une certaine police. Je ne vais pas dire la police, parce que je pense qu'il y a beaucoup de policiers, beaucoup de services de police qui sont tout à fait au clair avec ce qui est en train de se passer et les manipulations du gouvernement aujourd'hui. Mais en tout cas, certaines factions d'une police qui est créée pour ça, qui se retournent contre des fonctionnaires, qui se retournent contre une population. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut que le gouvernement sache que nous, les citoyens, les usagers de ces services-là, on n'est plus dupes. Sinon, c'est quoi dans 50 ans? C'est police nationale, SARL, sapeurs-pompiers, société anonyme, société c'est illusoire c'est illusoire de croire que en privatisant, on améliore des services publics comme cela. En plus, moi, je viens de France Télécom et donc j'ai vécu toute la privatisation de France Télécom. Aujourd'hui, y compris le président de France Télécom le reconnaît qu'il va y avoir de sérieux problèmes avec les réseaux parce qu'en fait, il se pose la question à chaque fois de qui va investir. Puisqu'on est en concurrence, alors c'est qui? C'est moi, c'est toi, et ainsi de suite. Et pendant ce temps-là, le réseau se détériore. Et puis, la qualité pour les gens va se détériorer aussi. Et avec au final quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Voilà, exactement. Par contre, les actionnaires, ça y va. Rien que sur les bénéfices d'il y a, de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, c'est près de 80% qui sont partis aux actionnaires et des miettes pour l'investissement et des super miettes pour le personnel. Des petites miettes, hein. Quand je dis super, c'est dans le sens plus petit. Donc, on est vraiment dans une logique. Et je me rappelle un truc, c'est qu'il y avait un secrétaire d'État, c'était je crois Santini qui avait dit ça. Les services publics, les gens, ils en ont une bonne opinion. Si on veut privatiser, eh bien, il faut dégrader cette opinion. Eh bien, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, et c'est exactement ce qui se fait, parce qu'il y a des gens qui pensent peut-être que par le privé, ça va améliorer. Mais ça n'a jamais amélioré, parce que c'est une question de logique. On est sur la logique des gens, de la santé, ou la logique de l'argent. Et sur l'hôpital, c'est absolument impossible. Mais ils vous rétorqueront qu'aux États-Unis, ça fonctionne. Ça fonctionne. Pour les gens qui ont de l'argent, entendons-nous bien. Ceux qui ont de l'argent, parce que les autres, c'est pas la même chose. Les autres, ils meurent plus facilement aussi. Hein, de ce fait, ils sont beaucoup moins soignés. Et aujourd'hui, on a quand même des moyens à obtenir.
Parce que ce qui est décrit sur les urgences et tout ça, c'est une vraie réalité. Quand vous arrivez à 14h et que, en fait, on peut vous voir que dans la nuit, c'est-à-dire vers 2h du matin, vous passez quand même 12 heures comme ça dans les urgences. Donc, c'est quand même pas des conditions acceptables avec ce qu'on a réussi à faire jusque-là, justement par le service public, par les gens qu'on a pu former, par les moyens qu'on a donnés. C'est reconnu, c'est une vraie qualité. Et on pourrait en prendre des tas, tu as cité plusieurs services publics tout à l'heure, et c'est la même chose. Mais voilà, il y a une volonté qui est d'orienter pour les actionnaires. On ne peut plus entendre le justificatif de la dette publique. Ça n'est plus entendable. L'argent est là. On le sait, il faut arrêter de nous mentir, ça ne prend plus aujourd'hui. Alors sur les grands médias, c'est de toute façon une propagande qui est répétée en boucle. Il n'y a pas d'argent, les caisses sont vides, le pays est endetté, la sécurité sociale est endettée, la SNCF est endettée. Ce n'est pas la réalité. Et aujourd'hui, on le sait, je crois qu'il faut qu'ils comprennent que nombre de citoyens sont conscients, restent conscientisés par ce qui se passe et ont une analyse tout à fait fine de ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, je pense qu'ils le savent et je pense que le 5 décembre sera un gros moment pour montrer au gouvernement que les gens ne sont pas dupes. On sait qu'il y a au moins 15 cars qui partiront sur les Yvelines. Et pour terminer, un tout petit mot pour Aurore Berger, qui est la députée de la circonscription dans laquelle nous nous trouvons, qui suit évidemment toutes les décisions gouvernementales avec une certaine célérité. Si vous aviez un petit mot à lui adresser. Je crois qu'Aurore Berger a été sollicitée déjà à plusieurs reprises. Nous ne faisons que constater le silence assourdissant qui ressort, en tout cas de sa part, sur les demandes qui lui sont faites, d'entendre les demandes de la population, et j'ai envie de dire de toute la population, et pas seulement des plus privilégiés de sa circonscription. Et puis à l'Assemblée, il vote sur toutes les orientations qui vont justement dans ce sens. De la loi par exemple sur la sécurité sociale, c'est quand même, ils ont quand même voté tout ça, et Aurore Berger avec. Donc on ne peut pas dire d'un côté je défends le service public et puis de l'autre côté quand on arrive au moment du vote faire des choses qui finalement mettent des clous dedans, quoi. Donc, et puis je crois qu'il faut vraiment rappeler aux élus qu'ils sont là pour défendre ce que la population leur demande et pas simplement leurs intérêts ou les intérêts de quelques-uns. C'est pas ça être élu de la République, et je crois que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, je crois qu'ils s'en rendront de plus en plus compte qu'en tout cas ce ne sont pas ces élus-là que les Français et toutes les personnes qui résident en France souhaitent. Une toute dernière question, si vous me permettez tous les deux. Pour élargir un petit peu ce dont nous parlons, le 5 décembre, la France va rentrer probablement dans une crise sociale extrêmement forte, pas vue peut-être depuis 50 ans. La crise existe déjà. Enfin, la crise existe, c'est pas la crise qui va arriver le 5 décembre. C'est là une mobilisation sans précédent, je le souhaite, face à cette crise. Et dans une contestation. Vous souhaitez une mobilisation extrêmement forte, quitte à ne plus avoir de services, des problèmes de ravitaillement d'essence, vraiment une crise très forte pour faire bouger les choses. La crise existe déjà. Nous souhaiterions ne pas avoir à rentrer dans ce type de mobilisation. Si nous étions entendus par nos élus et par notre gouvernement, le fait est que ce n'est pas le cas. De fait, ce n'est pas nous qui allons bloquer un certain nombre de choses, c'est le gouvernement qui va le faire en n'entendant pas ce que nous avons à dire et en n'entendant pas les besoins vitaux. Il s'agit aujourd'hui de vie et de mort. Je crois que c'est ça qui est important. C'est pas seulement des questions politiques et des divergences sur un certain nombre de sujets annexes. On est bien sur des questions de vie et de mort. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de chiffres qui disent que des gens meurent dans la rue, qui disent que des gens meurent à l'hôpital, qui disent que des gens sont mutilés par la répression du gouvernement lorsqu'ils manifestent un désaccord avec celui-ci. Et aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Donc ce ne sont pas les manifestants qui vont bloquer les choses, c'est le gouvernement qui va le faire en n'entendant pas la population. Et je crois que ça, c'est extrêmement important, que les gens se disent bien qu'il n'y a jamais eu aucun acquis sans mobilisation des citoyens, et que lorsque ces mobilisations mettent en difficulté une partie de la population,
ce ne sont certainement pas les gens qui manifestent pour acquérir des droits qui souhaitent mettre en difficulté leurs concitoyens, mais c'est les gouvernements en n'entendant pas les besoins vitaux de la population aujourd'hui. Et puis nous, on trouvera toujours des moyens solidaires pour pouvoir se déplacer. Donc quand on nous dit vous allez créer des gènes et tout ça, mais en fait, de toute manière, il faut y passer par là, parce que les luttes d'aujourd'hui, c'est quand même sur l'avenir, sur de longues années. Donc des fois, on a connu 95. En 95, il y a eu des solidarités, il y a eu des actions et ça a permis de gagner des choses pour du plus long terme. Aujourd'hui, s'il faut y passer par là, on fera encore des actions de ce genre, il sera peut-être bloqué, on aura peut-être des problèmes de ceci. Bon, on n'ira pas faire des achats pour les black machins ou je ne sais quoi, mais ça fait rien, on va s'organiser, de toute manière on peut s'en passer aussi. Donc c'est bien. Et en tout cas, la gêne, il faut passer par là, parce qu'à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut aussi, quoi. Est-ce que l'on veut laisser tout partir à volo, et puis se dire après, on va constater que finalement, on a des gros problèmes quand on va aux urgences, qu'on a des gros problèmes avec les transports, parce que les lignes ne sont pas entretenues et tout ça. Ou est-ce qu'à un moment donné, il faut pousser pour obtenir qu'il y ait de l'entretien et que le service public vive et corresponde aux besoins des gens. À Rambouillet, là on est à l'hôpital, c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu du sujet et à la fois pas, puisque tout est bien lié. Mais si vous demandez aux usagers de la SNCF, aux usagers de la gare de Rambouillet de parler des conditions de transport, de la dégradation des conditions de transport, c'est énorme. C'est-à-dire la diminution du nombre de trains, etc. Ce qui est en cause, ce ne sont pas les cheminots qui sont en cause, c'est les politiques de cette entreprise qui était une entreprise publique et qui se privatise de plus en plus. Et on voit bien que la dégradation, elle va bien avec la privatisation. Il y a 10-15 ans, on avait des trains régulièrement, les gens avaient des places assises dans les trains. Aujourd'hui, ce sont des wagons à bestiaux, c'est inadmissible. Les gens sont révoltés, ils ont du mal parfois à savoir envers qui exprimer cette colère-là. Il ne faudra pas s'étonner quand les choses vont mal tourner. Alors encore un petit mot, vous savez que les choses changent pour les politiques quand ils ont face à eux une mobilisation extrêmement forte. À quel moment ça va craquer? À quel moment on verra ce qu'il faut pour le politique pour bouger, c'est-à-dire 1 million de personnes dans les rues tous les jours? C'est ça la clé du... À quel moment? À quel moment, pour vous, les choses vont craquer, les gens vont se dire, il y en a assez. Il faut renvoyer la balle au gouvernement. Il faut poser la question aux gens. Je crois qu'aujourd'hui, on est aussi... Vous sentez autour de vous que ça se mobilise? Alors, il y a une très grosse mobilisation. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que les gens sont en colère. Ils cherchent des réponses à leurs questions, ils vont chercher ces réponses. Aujourd'hui, il y a un nombre de plus en plus important de collectifs de tout genre qui permettent aux gens de se réunir et d'échanger autour justement des problématiques qu'ils rencontrent et de réfléchir et de conscientiser ce que je disais tout à l'heure. Donc oui, il y a une vraie avancée sur les dynamiques en tout cas de connaissance et de compréhension de ce qui est en train de se passer. Et je crois que le gouvernement se trompe avec le durcissement de ses réactions face aux gens qui se mobilisent pour exprimer un désaccord. Et je crois qu'en faisant ça, au lieu de créer de la terreur, ils vont permettre de rassembler les gens et de créer de la solidarité, ce qui va permettre aussi des élans qu'on va retrouver et qu'on avait peut-être perdu ces dernières années avec une société très très individualiste qui aujourd'hui se retrouve sur des causes et des valeurs communes et contre les violences d'un gouvernement, puisque les violences elles viennent bien du gouvernement. On voit bien toutes les manipulations. Aujourd'hui, il y a suffisamment de vidéos qui montrent que les casseurs n'ont pas le visage qu'on leur donne. Et donc moi, je suis extrêmement optimiste sur ce qui va suivre. Et je pense que de toute façon, on n'a pas le choix, puisque sinon on va continuer très longtemps à continuer avec les mêmes gouvernements, avec toujours
la menace de l'extrême droite qui permettra au même de passer à chaque fois et d'avoir vraiment une politique économique extrêmement raide qui servira les plus privilégiés et qui fera mourir les autres dans la rue. Qui est la politique européenne? Qui est la politique On dit que européenne. les gouvernements nationaux ne décident pas grand-chose finalement. Alors s'ils ne décident pas, les nôtres ils sont bien d'accord et ils y contribuent largement. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas dédouaner. Ils peuvent décider. C'est très important de ne pas dédouaner. À tout endroit, c'est une question de volonté. Mais voilà, la question c'est que quand on est en France, on dit une chose. Quand on est en Europe, on baisse les bras. S'ils veulent vraiment, ils peuvent peser. La France est quand même un pays important dans le cadre de l'Europe y compris. Donc on a un certain poids, faut pas faire. Le seul truc, c'est que bien souvent, ceux qui sont élus au niveau européen, il y en a beaucoup qui... Voilà, il faut faire profil bas, il faut être dans le consensus. Mais à un moment donné, du coup, on édulcore le fondement même de ses propres questions. Et donc, ça les arrange aussi, puisque c'est ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, je pense que, voilà, après, je pense que la mobilisation, elle est très forte. À quel moment, on ne sait pas, on ne sait jamais à quel moment, parce que ça dépend de plein de critères. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont intérêt quand même à bien prendre en compte, parce que déjà, le mouvement des Gilets jaunes, quelque part, il exprime quelque chose. Il exprime aussi lui en lui-même, mais toute la conception de ce que la population voit, parce qu'il y avait le soutien et ainsi de suite. Donc je pense que s'ils pensent que s'en tirer avec les quelques mesurettes qu'ils ont prises, c'est une grave erreur. Donc après, j'espère qu'ils vont analyser tout ça. D'ailleurs, je pense que après, il faudra vraiment pousser pour qu'ils... Pardonnez-moi, c'est peut-être le poids de l'Europe. Si demain matin, Emmanuel Macron avait envie de changer radicalement les choses pour les gens, pour le service public, pourrait-il le faire? Est-ce que le poids de Maastricht n'est pas La France contribue aux politiques européennes. Oui. Elle les devance parfois. Elle les devance parfois. Mais un traité, ça peut changer. Un traité, ça peut changer. Donc, question importante. Faut-il quitter l'Europe ou réformer cette Europe? Moi, je ne répondrai pas à cette question-là. Ce dont je suis convaincue, c'est qu'on ne peut pas aménager les politiques ultralibérales capitalistes. On ne peut pas les aménager. Voilà, ça je peux vous le dire. Sur la question européenne, c'est un sujet plus complexe qui nécessiterait d'y passer du temps. Et donc moi je ne souhaite pas m'engager sur ce sujet, en tout cas cette fois-ci. Oui, c'est sûr y compris sur les questions européennes, il y a des choses à faire, mais c'est pareil, c'est la population, c'est les mobilisations qui peuvent un peu, à un moment donné aussi, imposer des choses. Et on l'a vu d'ailleurs sur certains votes où les gens ont voté. Et d'ailleurs, le non à Maastricht, c'était une réalité. Donc, après, évidemment, ils ont... Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on est sorti d'un système démocratique, peut-être, aussi? Voilà. Mais en plus, avec toutes les questions climatiques qui se posent de plus en plus, il va bien falloir réfléchir à l'orientation de l'Europe, comme on doit réfléchir à celle de la France aujourd'hui. Et ce n'est pas les mesures que prend le gouvernement aujourd'hui qui vont vraiment changer complètement la donne sur le réchauffement climatique et tout ça. On est toujours dans un petit train-train à continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, surtout pas remettre en cause, au contraire augmenter la part des actionnaires. Et pendant ce temps-là, le climat, on en parle, mais c'est pour pouvoir culpabiliser les gens en disant... Et l'urgence climatique n'est pas compatible avec le système économique mondial de croissance infinie. Exactement. Dans un monde avec des ressources. Tout à fait, exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis un patient, un citoyen patient. Il faut que je regarde dedans. Oui, je suis un citoyen patient. Que se passe-t-il aujourd'hui dans l'hôpital public et particulièrement l'hôpital de Rambouillet? Alors, il se passe à Rambouillet la même chose qu'au niveau national, c'est que les hôpitaux publics souffrent d'une insuffisance extrêmement importante de financement public. Pourquoi? Parce que depuis 20 ans, on a décidé de diminuer la dépense publique de santé, la dépense publique en général et celle de santé en particulier. Et depuis au moins 1997, c'est le plan Juppé, les moyens alloués aux hôpitaux sont inférieurs à leurs besoins. Donc on a mis dans le rouge les hôpitaux progressivement et aujourd'hui on arrive dans une situation catastrophique. D'ailleurs, nous ne sommes pas le seul à le dire. Des grands patrons, des grands responsables de services l'ont dit dans une tribune du Monde du 13 novembre, je pense, en disant que l'hôpital était au bord de l'effondrement, l'hôpital public était au bord de l'effondrement.
Donc pour se sortir de ce pas, il faut bien comprendre ce que c'est que l'hôpital dans notre vie. L'hôpital, c'est quelque chose de central. Qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on habite à la campagne ou à la ville, on va tous à l'hôpital régulièrement, le moins souvent possible, mais on y va tous. On a des maladies, on a des accidents. Donc l'hôpital, c'est un lieu central de notre vie à tous. Il a été construit au fil des ans grâce à la puissance publique et aujourd'hui, on est en train de le dégrader d'une manière considérable. Alors moi, je fais partie des citoyens qui se sont mobilisés à Rambouillet dans un collectif de défense et de développement de l'hôpital de Rambouillet pour dénoncer cette situation, essayer d'organiser des mobilisations locales pour essayer d'enrayer à notre niveau et dans notre secteur cette mobilisation. C'est un mouvement national. Et c'est maintenant un mouvement national. Mais in fine, c'est quoi le projet? Le projet, c'est d'obtenir des moyens conséquents pour que l'hôpital public ait les moyens de sa mission. Le projet, voulais-je dire, le projet de réduction des crédits, de destruction Ah, de voilà, l'hôpital. vous avez raison de poser cette question. C'est quoi, in fine? Écoutez, un parlementaire de droite qui n'est pas un grand défenseur des services publics l'a dit très vite. Il dit, il faut qu'on dise aux Français l'évolution actuelle. On veut aller vers un système à l'anglo-saxon, un système de santé à l'anglo-saxon. C'est quoi un système de santé à l'anglo-saxon? C'est un hôpital public rabougri pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, et c'est des établissements privés pour tous les autres. Et tous les autres, donc avec des assurances très chères. Avec des assurances très chères et un coût, ce qu'on appelle un reste à charge, très élevé. La particularité française, c'est justement, avec la mise en place de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, on cotise en fonction de ses moyens, et on est soigné en fonction des besoins. C'est un système extrêmement moderne, coopératif, solidaire dans un pays, qui a fait l'originalité de la France, qui est enviée dans beaucoup de pays. Comment? Presque unique au monde ou pas, ce système français? Je pense que c'est assez unique au monde, même si on n'est pas le centre de la Terre. Hein. D'autres ont fait à leur manière d'autres systèmes qui peuvent être satisfaisants, mais ce système... Et alors, il y a une particularité très importante, c'est que les investissements qui ont été faits dans les hôpitaux publics, ils ont été faits par la puissance publique, la Sécu et l'État, jusque dans les années 70. Depuis les années 70, c'est à l'époque où Giscard est devenu président de la République, on a obligé les hôpitaux à emprunter eux-mêmes pour faire leurs investissements. Ça s'est aggravé en 2007 avec le plan Fillon de modernisation des hôpitaux, où là, on a demandé aux hôpitaux d'investir, mais en empruntant eux-mêmes à des taux exorbitants. Il y a même ici eu des emprunts qu'on a appelés toxiques, où les hôpitaux ont été mis en difficulté, oui. Les hôpitaux sont mis en difficulté. Et ça a des effets ravageurs, parce que si on n'investit plus dans l'hôpital se détruit, se dégrade, on n'a plus le matériel qu'il faut, ça crée une espèce de dynamique négative où l'hôpital est en train de régresser. Et c'est contre ça qu'on s'oppose. Alors nous, on a constitué il y a 4 ans avec des amis, des citoyens, des médecins de l'hôpital, des employés de l'hôpital, un collectif pour appeler les citoyens, les élus locaux à se mobiliser contre cette évolution catastrophique. On est content parce que des mobilisations sont généralisées un peu partout. Hier, j'étais à Saint-Brieuc aux obsèques d'un ami. Quand on arrive à l'hôpital de Saint-Brieuc, il y a des banderoles comme ici et partout. Tous les hôpitaux de France sont... Et donc notre objectif maintenant, c'est de créer un rapport de force tel que le gouvernement soit obligé enfin de prendre des mesures, mais de réelles mesures. Vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qu'a dit aussi Ouria, les médecins, les hospitaliers, parce qu'il n'y a pas que des médecins, réclament 4 milliards d'euros dès le budget 2020. C'est facile, c'est toujours facile de le dire, mais on peut le faire. Les hôpitaux payent une taxe sur les salaires qui est invraisemblable, qui grève les moyens des hôpitaux de 4 milliards. Il suffit que l'État décide de supprimer cette taxe sur les revenus et on a des moyens considérables qui sont alloués aux hôpitaux. Et puis, il faut que et la Sécu et l'État mettent la main à la poche. Mais voilà, ça se heurte à cette logique nationale de diminution de la dépense. Vous parliez d'un rapport de force. Les Français, les citoyens, les usagers de l'hôpital auront-ils suffisamment de force, de puissance pour s'opposer au système économique mondial qui veut la manne de la santé française? Est-ce que le rapport de force pourrait vous être favorable un jour? Les mobilisations collectives des gens sont capables de faire tomber tous les murs, y compris celui de l'argent. Mais il faut que ces mobilisations soient suffisamment générales, intelligentes, organisées pour cela.
parliez de référence de système financier international. Certes, ça pèse dans la balance. Mais moi, je prends cet exemple, en 1789, quand on a décidé d'abolir la royauté et d'instaurer les droits de l'homme, on était les seuls dans le monde. Et on a essaimé partout. Je pense qu'on est capable de faire la même chose dans ce pays, mais je sais que dans d'autres pays, il y a des mouvements analogues qui se constituent, qui se développent. Vous voyez bien, au niveau international, partout les peuples se soulèvent contre la misère dans laquelle on les fait vivre. Voilà, c'est compliqué, c'est pas facile, mais je crois que l'union fait la force, l'union des citoyens, des hospitaliers, et elle est capable de faire reculer nos gouvernants vers des décisions qui soient conformes à l'intérêt général. À partir du 5 décembre, la France va rentrer dans un conflit social a priori extrêmement fort, pas vu depuis des dizaines d'années. Nous allons vers des temps extrêmement troublés socialement en France. Ça n'est déjà pas le cas, et ça l'est dans de nombreux secteurs, vous en avez parlé, vos amis tout à l'heure également. Quelle est votre vision sur ce qui va se passer en France à partir de ce début décembre? Tout le monde appelle à manifester, à faire la grève. On sent vraiment un ras-le-bol général. On sent un ras-le-bol général, c'est vrai. Les gens sont très inquiets sur leur avenir. À cela se rajoutent les inquiétudes sur l'évolution climatique qui sont tout à fait préoccupantes. Il y a un ras-le-bol général. Je pense qu'il y a une volonté de ne pas se laisser faire, de se mobiliser pour exiger d'autres mesures. Vous savez ce qui se passe les gens qui nous gouvernent sont en train de démolir le modèle social qui s'est construit à la Libération. Un système social qui n'était pas parfait, mais qui avait mis en place des systèmes solidaires de droits et qui permettaient d'envisager l'avenir avec une certaine sérénité. Remettre en cause l'hôpital public, c'est remettre en cause notre capacité à pouvoir se faire soigner. Remettre en cause la retraite par répartition pour la remplacer par un système par points va dégrader considérablement le niveau des retraites. Les retraités sont concernés, mais les salariés, puis les jeunes sont concernés. L'avenir, je le vois, moi, j'espère que ça évoluera ainsi. En tout cas, j'y participerai de toutes mes forces avec mes amis de diverses opinions. C'est de créer encore des rapports. Tout se fait règle sur des bases de rapports de force pour que ces réformes négatives soient interrompues et que d'autres soient mises en œuvre. Notre président de la République dit que la France ne veut pas se réformer. Mais si on veut se réformer, quand en 1945 ils ont mis en place la réforme de la sécurité sociale, tous les gens ont applaudi. C'est des réformes positives qu'on peut, c'est pas des réformes de régression, parce que c'est ce qui se passe. Les réformes sont des réformes de régression sur tous les aspects. Vous avez vu avec l'assurance chômage, les chômeurs, il y a la moitié des chômeurs qui n'ont pas d'aide, mais avec les mesures qu'ils viennent de mettre en place, c'est des milliards qui seront en moins dans les allocations pour les gens au chômage. J'écoutais l'ancien PDG de Renault, j'ai oublié son nom, ou d'Aérospatiale. Vous savez, le monsieur qui est chauve, là, qui disait sur les questions on utilise la trique. Les chômeurs, on met la trique. C'est scandaleux de faire ça. Pourtant, lui, c'est pas un révolutionnaire. On est dans cette situation. Et je parle de la trique. Vous savez qu'il y a les manifestations qui se tiennent. Tout est fait pour que les gens n'aillent plus manifester. On n'a plus des forces de l'ordre maintenant. On a des forces de répression qui sont... mais ce n'est pas un signe de force des gens qui nous gouvernent. Quand on en arrive à cette extrémité de l'utilisation de la répression, c'est qu'on a peur, on est inquiet. Et quelque part, ça veut dire qu'il y a un mécontentement dont ils prennent bien la conscience et à propos duquel ils devraient bien réfléchir parce que je ne sais pas comment ça peut évoluer. Alors, il est bon quand même de rappeler aux gens qu'on leur met dans la tête depuis de longues années qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, qu'on ne peut plus rien faire, mais il faut quand même rappeler que ce que l'on perd quelque part, ce que l'on perd d'un côté est récupéré de l'autre, quand même. Absolument. Forcément. Ce que vous perdez, quelqu'un va le gagner. Des gens qui ne sont pas des gauchistes ont écrit plein de travaux, de livres. Je pense à un monsieur qui s'appelle Denis Robert, vous devez connaître, qui a travaillé à un livre où il explique qu'il manque à la France, de par la fraude fiscale, 100 milliards d'euros par an. 100 milliards d'euros par an. Vous vous rendez compte, 3 fois le déficit des hôpitaux. La sanction a été très allégée par le gouvernement Macron, je crois. Oui, vous avez bien vu. Donc là, il y a plein de choses qu'on peut changer pour peu que la pression populaire oblige les gouvernants à changer. Alors, y arriveront-on avec ces gouvernants? J'en sais foutrement rien, mais on verra bien. Vous y croyez à cette pression populaire? Ah oui. À cette mobilisation? Il y a plein de pays. On a parlé des pays de l'Est sous la dictature de l'Union soviétique.
quand les gens ont envie de se soulever pour mettre à bas des régimes, il n'y a pas eu de violence majeure dans beaucoup de pays. C'est leur mobilisation générale qui a tout écrasé. Ben voilà, on est dans la même chose. Mais regardez ce qui se passe dans plein de pays d'Amérique latine. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que le capitalisme tel qu'il existe au niveau mondial n'est pas... Alors on sort un peu du cadre du collectif, des réflexions du collectif. C'est très intéressant, M. Espina, ce que vous nous dites. Et il y a des mobilisations dans tous les pays, et in fine, pour les mêmes raisons. Oui. Les ravages, on pourrait dire, l'ultralibéralisme. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on est tout simplement, avec également les questions écologiques, à la fin d'un système de croissance infinie dans un monde fini? On ne peut pas continuer comme ça, c'est clair. Il faut revenir, il faut venir ou inventer d'autres manières de réfléchir à l'avenir. Le productivisme, alors mis en exergue avec les Black Friday, là, c'est invraisemblable ce truc. Vous, comme moi, sans doute, moi je reçois 10, 15 invitations par jour à dépenser de l'argent. Alors qu'on devrait faire le contraire, on devrait envoyer des messages aux gens en leur disant « dépensez moins, faites des économies, ne dépensez pas votre argent n'importe comment ». C'est tout à fait l'inverse. Ça ne durera pas longtemps, ça. Pour des raisons écologiques, d'évolution climatique, de production de CO2, mais aussi de mal-vivre des gens. L'économie d'un pays, c'est pas bien compliqué, elle est pour répondre aux besoins des gens. L'économie aujourd'hui, c'est pas ça. Les gens font de l'économie pour gagner de l'argent et le plus possible d'argent. Vous voyez bien comment les fortunes explosent d'un côté et la misère se généralise, ou les difficultés se généralisent par ailleurs. Vous avez raison, on est au bout d'un système. Combien de temps ça va durer, j'en sais trop rien. Mais il faut penser à jeter d'autres bases de développement humain. On est dans la compétition entre les pays. Il faut poser des bases de coopération, des bases de justice sociale, de développement économique, réfléchir, raisonner pour prendre en compte les limites de notre planète, de ce qu'elle est capable de produire. Ça ne veut pas dire, pour autant, parce qu'il y a des débats là-dessus, sur comment il s'appelle ça, la diminution de la production. Je n'ai plus le terme exact en tête, mais... Mais pardon, je t'interromps. C'est pas ce que nos dirigeants prennent... Ah non, pas du tout. Quand on signe le CETA, le TAFTA, le Mercosur, catastrophe. De faire venir de la nourriture produite invraisemblable, de invraisemblable. France, ça paraît totalement fou. Mais c'est des porte-containers alors que nous sommes le pays de l'agriculture et qu'on peut produire. Mais évidemment. Ici, notre consommation de... J'entends bien ce que vous dites. Moi, je suis fils de paysan de la Corrèze, vous voyez, je sais ce que ça veut dire. Et la bonne nourriture et la bonne viande, c'est invraisemblable. Mais voilà, c'est la folie de ces logiques financières. Si on fait venir d'Amérique latine, des États-Unis ou du Canada, c'est parce que ça répond à des impératifs financiers, des grosses structures industrielles et agricoles, vous voyez. C'est donc tout ça qu'il faut remettre sur la table. Beaucoup de gens me disent, je suis pessimiste, on est quelque part dans une période, je ne sais pas si on peut dire révolutionnaire, mais où tout est à reconstruire et qui est quelque part enthousiasmante malgré ces difficultés. Il faut reconsidérer l'organisation des sociétés et du monde et plutôt que d'aller vers de la confrontation, il faut aller vers de la coopération au niveau international, mais même dans nos propres pays. Il faut qu'on revienne vers des systèmes solidaires beaucoup plus développés qu'aujourd'hui, alors qu'on en avait de beaucoup. Voilà. La confrontation est-elle inéluctable ? Je pense qu'elle est... Alors, ça dépend, confrontation. Moi, je ne suis pas pour tout casser, tout bousiller. C'est une confrontation ou encore, sur la base de rapports de force, obligera... ou nommeront, cette confrontation nommera, ces rapports de force, des dirigeants qui seront plus enclins à prendre en compte l'intérêt collectif plutôt que l'intérêt d'une petite caste. Une toute dernière question, M. Espina, très courte. Êtes-vous optimiste ? Je ne sais plus comment il a appelé la fameuse citation de ce savant. Je suis optimiste, comment il disait, pessimiste et puis optimiste de raison. Je suis optimiste de raison. Je suis parfois très inquiet, mais je suis plutôt optimiste parce que je crois à l'infinie capacité des hommes à surmonter les difficultés auxquelles il est confronté. Quand il est souvent au pied du mur. Parfois quand il est au pied du mur, mais on a aujourd'hui les outils pour anticiper ces pieds de mur et éviter de se retrouver dans cette situation. Mais voilà. Je suis plutôt d'un naturel optimiste, même si des fois, je n'ai pas trop le moral, je vous l'avoue, hein, mais voilà.